La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, vous allez légiférer au nom du peuple français et dans l'intérêt général de la Nation sur un sujet majeur et porteur d'espoir, dans un moment où tout semble bloqué et où beaucoup se demandent si l'heure est à la régression ou si la marche vers le progrès humain peut reprendre. De ce point de vue, les nombreux débats, échanges, travaux, tant au niveau national qu'européen et mondial le disent. La mise en place d'un nouveau modèle énergétique et donc de croissance durable, c'est une chance à saisir. Une chance d'améliorer très concrètement la vie quotidienne de chacun tout en protégeant mieux notre planète. Une chance de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Une chance de mieux assurer notre indépendance et notre souveraineté énergétique en préparant l'après-pétrole et en réduisant le coût d'importation qui grève lourdement notre balance commerciale. Une chance de stimuler l'innovation, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, de développer des filières d'avenir capables de conquérir de nouveaux marchés. Une chance de créer des emplois non délocalisables, d'alléger la facture énergétique des ménages, de vivre dans un environnement moins pollué et plus sain. Comme le montre le récent rapport piloté par Felipe Calderón sur la nouvelle économie climatique, que nous appelons ici croissance verte, il est là le levier de sortie de crise le plus efficace et le plus rapide, le moteur du renouveau industriel, la clé d'un nouveau modèle de développement. Je le constate tous les jours. Le mouvement est lancé dans les régions et dans les territoires qui ont un temps d'avance, dans les entreprises et dans les industries qui investissent. Mais d'abord, permettez-moi de rappeler brièvement dans quelle histoire le projet de loi dont nous allons débattre s'inscrit. À quelques reprises depuis un siècle, les grands choix énergétiques de la France ont fait l'objet de lois fondatrices et ont permis sa modernisation. Ce fut le cas en 1919 pour réparer les ravages de la Première Guerre mondiale avec la loi sur l'énergie hydraulique, cette houille blanche, comme on disait alors, qui reste aujourd'hui encore la première de nos énergies renouvelables. Ce fut le cas à la Libération, quand le pays était à reconstruire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance avait alors fait de l'énergie la clé d'un nouveau développement économique et du rétablissement de notre souveraineté nationale. Les lois de 1946 en prirent les moyens dans le contexte de l'époque en créant de puissantes entreprises nationales pour le charbon, le gaz et l'électricité. Et c'est autour du charbon et de l'acier, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, que l'Europe a commencé à se construire. Alors aujourd'hui, nous devons inventer et bâtir l'Europe du nouveau modèle énergétique. Plus tard, quand le premier choc pétrolier révéla la vulnérabilité de notre dépendance aux énergies fossiles, la France lança un programme nucléaire d'une rapidité et d'une ampleur inégalées dans le monde, sans d'ailleurs que le Parlement ne soit à ce moment-là appelé à se prononcer. Si différentes que soient les circonstances du temps présent, les opportunités qu'elles offrent et les décisions qu'elles appellent, une chose est sûre, la France doit à nouveau faire le choix d'un nouveau modèle énergétique. Et pour cela, elle peut s'appuyer sur l'excellence de ses technologies industrielles, énergétiques et de services, mais aussi sur la volonté des citoyens. On a ces dernières années beaucoup parlé d'énergie. Les Français sont très largement conscients des enjeux du dérèglement climatique, mais tout autant inquiets du prix de l'énergie et de ses conséquences sur leurs factures, que représente une part croissante du budget des ménages. Et ce projet de loi leur répond. Il est très directement inspiré de nombreuses expériences réussies dont les territoires ont pris l'initiative et que la loi va permettre de généraliser pour réaliser un changement d'échelle massif. Alors certains s'interrogent sur les financements qui permettront de déclencher rapidement les bonnes pratiques et je voudrais les rassurer sur ce point avant d'en venir au contenu du projet de loi. Mais d'abord, à ce sujet concernant les financements,
comment ne pas voir d'abord que la transition énergétique rapporte? En voici quelques exemples. Les entreprises et les artisans du bâtiment, que j'ai longuement rencontrés pour préparer la transition énergétique, estiment à 75 000 emplois les conséquences de la mise en chantier rapide de la rénovation énergétique des logements et des bâtiments. Les entreprises de la filière bois qui se mobilisent déjà ont chiffré à 60 000 le nombre d'emplois pour la construction bois et la biomasse. Le déploiement des 35 millions de compteurs intelligents Linky pour l'électricité et Gaspard pour le gaz représente 6 milliards d'euros d'investissement et 11 000 emplois, avec les entreprises qui ont été les lauréates de l'appel à projets, Landis+Gyr, Itron, Sagemcom, Ziv, Maec et Elster, qui produiront ces compteurs en France, et en plus les PME et les artisans qui se préparent à les installer et à les mettre en mouvement. Du côté du consommateur, ce compteur intelligent auquel je veux que tout le monde ait droit permet d'économiser sans perdre de qualité de vie jusqu'à 20% de la facture. Ajouté à des logements mieux isolés, cela peut aller jusqu'à une division par 2 et même au-delà de la facture et donc c'est autant de pouvoir d'achat récupéré. Les logements neufs ou les logements rénovés permettent aussi de faire d'importantes économies, comme par exemple des logements sociaux qui sont construits à énergie positive ou à énergie passive. Quant à l'ingénierie financière que le gouvernement met en place pour accompagner la loi, elle tient compte de tout ce que j'ai entendu à la conférence bancaire et financière à laquelle ont été associés les industriels, les ONG, les associations et les consommateurs et les partenaires sociaux. Et pour les particuliers, voici les décisions que le gouvernement a prises. Tout d'abord, la création du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui simplifie et élargit l'actuel crédit d'impôt en faveur du développement durable. Son taux est augmenté dès septembre 2014 à 30% dès la première opération de travaux réalisée. La condition de réalisation de dépenses dans le cadre d'un bouquet de travaux est supprimée afin de permettre à tous les contribuables de bénéficier du même niveau d'aide publique, quelles que soient les opérations engagées et le séquençage des travaux. Enfin, son champ est élargi aux dépenses d'acquisition de bornes de recharge pour les véhicules électriques et de compteurs individuels d'eau chaude et de chauffage pour les ménages en copropriété. En régime de croisière, l'effort national sera ainsi plus que doublé par rapport à l'actuel crédit d'impôt. Deuxièmement, l'éco-prêt à taux zéro, qui était bloqué par les procédures existantes, a été simplifié et bénéficiera à 100 000 opérations de rénovation au lieu de 30 000 en 2013. Accessible à tous les propriétaires, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le mettent en location, il permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 30 000 € pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. Troisièmement, pour les ménages modestes, le financement par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, de 50 000 projets de travaux de rénovation énergétique de propriétaires modestes est décidé pour l'année 2014-2015. Pour ceux, quatrièmement, qui ne peuvent pas faire l'avance de financement des travaux, le tiers financement est mis en place dans cette loi à partir de l'expérience des régions qui s'y sont engagées, comme Île-de-France, Picardie, Rhône-Alpes ou Poitou-Charentes. En outre, la création du chèque énergie que le gouvernement a voulu permettra aux personnes exposées à la précarité énergétique de réaliser des travaux d'économie d'énergie, comme par exemple le remplacement de chauffage électrique ancien et très consommateur. Voilà pour les particuliers. Pour les entreprises, tout d'abord pour les exploitations agricoles, une exonération temporaire de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises est prévue dans le projet de loi de finances pour 2015. Nous souhaitons en effet que la France rattrape son retard par rapport à ses voisins pour bâtir des méthaniseurs avec la valorisation des déchets agricoles. Plus largement, pour l'ensemble des entreprises, la Banque publique d'investissement va assumer ses responsabilités de banque publique de la transition énergétique, notamment avec les prêts verts aux entreprises qui ont des projets de réduction de leur consommation d'énergie et le doublement des prêts finançant les projets d'énergie renouvelable. Troisièmement, pour les entreprises, celles-ci pourront financer leurs actions pour la croissance verte par des prêts bancaires. Les grands groupes évoluent dans leur analyse et il s'agit d'investissements rentables, donc finançables par les banques. Après les particuliers et les entreprises, j'en viens aux collectivités territoriales.
Les prêts transition énergétique et croissance verte de la Caisse des dépôts et consignations avec une enveloppe de 5 milliards d'euros disponible depuis le 1er août pour les collectivités et dont les premières conventions de prêt ont été signées et seront prêtes dans les prochaines semaines à être mises concrètement en application sur le territoire et qui vont permettre aux communes, départements et régions d'engager les travaux de performance énergétique sur leurs bâtiments. Deuxièmement, les financements de la Banque européenne d'investissement avec 1 milliard pour les travaux de rénovation énergétique dans les collèges en soutien aux départements a fait l'objet d'un accord signé le 23 juin dernier. En troisième lieu, le fonds de financement de la transition énergétique d'1,5 milliard d'euros, grâce aux ressources du système énergétique, renforcera le soutien aux initiatives locales exemplaires en matière de transition énergétique et d'économie circulaire. Mesdames et Messieurs les députés, avec la transition énergétique et la croissance verte, l'industrie et les services de demain s'inventent aujourd'hui. Dans toutes les entreprises qui s'engagent ou vont s'engager dans les économies d'énergie et dans l'efficacité de leur cycle de production, elles vont gagner en productivité, quelle que soit leur taille, des grands groupes aux artisans, en passant par les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Dans les grandes filières de la nouvelle France industrielle, qui font également un effort dans la formation professionnelle, comme j'ai pu le constater, que ce soit la rénovation thermique des bâtiments, les industries du bois, les énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents, les bornes électriques de recharge, l'autonomie et la puissance des batteries, l'avion électrique et la nouvelle génération d'aéronefs, les navires écologiques, le recyclage et les matériaux verts et enfin la chimie verte et les biocarburants. Il ne suffit de voir les lauréats 2014 du concours mondial de l'innovation pour prouver à quel point nous pouvons croire dans la croissance verte et être fiers de nos jeunes entreprises qui s'engagent, comme l'entreprise Citer, qui fait du recyclage des terres rares contenues dans les déchets pour réduire leur impact environnemental et créer des ressources alternatives à la disponibilité actuelle de ces métaux stratégiques. Issue de recherches conduites par une équipe mixte associant le CNRS, le CEA et des chercheurs de Grenoble, Enerby est une start-up, autre exemple, industriel, qui fabrique en France un générateur pile qui cible un marché très large de plusieurs milliards d'objets connectés à Internet ou communiquant sans fil. Troisième exemple, pour la valorisation des richesses marines, Messidor, une entreprise qui s'intéresse à la détection des amas sulfurés, qui sont des objets géologiques riches en métaux de petite taille et localisés sous plus de 2000 mètres d'eau en moyenne. Bien d'autres exemples pourraient être pris, comme dans la chimie du végétal, l'entreprise Ici et Là, qui vise à proposer une nouvelle alternative aux protéines animales en répondant aux attentes et aux exigences des consommateurs, notamment en termes de goût et de qualité. Tous ces exemples montrent qu'un changement de modèle est en mouvement et ce projet de loi a pour objectif de l'accélérer et de l'encourager. Ce projet de loi est aussi, après le débat national sur la transition énergétique qui a suivi le Grenelle de l'environnement, l'aboutissement d'un dialogue renforcé avec les associations, les entrepreneurs, les artisans des filières de la croissance verte, les scientifiques, les élus locaux et régionaux, les membres des organismes consultatifs, notamment le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique et social et environnemental, et bien sûr, en premier lieu, les parlementaires, auteurs de nombreux travaux et de nombreux rapports sur les sujets dont traite ce texte. Il y a eu aussi, après avis du Conseil d'État, qui a statué pendant plus de 10 heures sur ce texte. Bref, au cours de ces 5 mois de travail intense dont j'ai eu la responsabilité, j'ai veillé à prendre en compte nombre de recommandations, de préconisations de toutes les parties prenantes de la transition énergétique. J'ai voulu être à l'écoute de tous les points de vue, attentive à ce qui permet de les rapprocher dans le respect des convictions de chacun, sans gommer artificiellement les différences d'approche, mais avec le souci de trouver des points de convergence et des équilibres positifs au service de tous les Français. Voilà l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte et dans lequel j'aborde ce débat parlementaire majeur pour que notre pays relève le défi énergétique en tirant pleinement parti de tous ses atouts et pour que nos concitoyens aient accès aux solutions concrètes qu'ils attendent pour se mettre en mouvement.
Ce projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, adopté le 30 juillet par le Conseil des ministres, a été discuté à partir du 9 septembre par votre commission spéciale qui a consacré plus de 40 heures aux auditions préalables, puis 45 heures à l'examen du texte, soit un total de 85 heures pour un très bon travail sous la présidence créative de François Brottes. Et après les travaux préalables de la commission de développement durable présidée par Jean-Paul Changuet, votre commission spéciale a travaillé avec le concours des 5 rapporteurs ici présents, Marie-Noëlle Battistel, Erika Baretz, Denis Baupin, Sabine Buis et Philippe Plisson. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés et félicités. Ce texte repose sur plusieurs piliers. Son titre premier fixe le cap. Il définit les objectifs à long terme et les objectifs intermédiaires à atteindre. Il donne un horizon stable pour agir dès maintenant et pour que les opérateurs économiques s'engagent avec une visibilité claire, avec notamment le fait de réduire de 50% notre consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012, avec, au cours du débat, un objectif intermédiaire de 20% en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, en particulier dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l'économie circulaire et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel, notamment des électro-intensifs. Ensuite, baisser notre consommation d'énergie fossile de 30% en tenant compte de l'intensité énergétique. Troisièmement, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et diviser par 4 en 2050, c'est le facteur 4. Ensuite, rééquilibrer notre modèle énergétique en portant la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation énergétique en 2030 et à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Les 3 titres suivants mettent en place des outils concrets pour économiser l'énergie dans les bâtiments, dans les transports et par l'économie circulaire. Le titre 2 est ainsi consacré au grand chantier de la rénovation énergétique des bâtiments, source de création d'emplois, comme je l'ai démontré, dans un secteur aujourd'hui fragilisé et qui attend impatiemment le vote de cette loi, et de pouvoir d'achat pour les ménages, car un logement bien isolé, ce sont des factures qui baissent. Afin d'atteindre l'objectif de 500 000 rénovations par an et de pouvoir créer, selon les estimations du secteur, je l'ai dit tout à l'heure, 75 000 emplois et de former 25 000 professionnels dans le bâtiment, le texte lève les freins résultant de certaines règles d'urbanisme, promeut les bâtiments à énergie passive et à énergie positive, c'est-à-dire qui produisent autant ou plus d'énergie qu'ils n'en consomment, fixe une exigence d'exemplarité pour les nouveaux bâtiments publics, instaure l'obligation d'améliorer l'efficacité énergétique lorsque des travaux lourds sont effectués. Il réforme aussi les certificats d'économie d'énergie. Il crée les conditions d'un déploiement massif de compteurs intelligents qui permettront en particulier de connaître et de réguler leur consommation de gaz et d'électricité à distance. Il instaure un dispositif de tiers financement régional. Votre commission spéciale a adopté avec mon plein soutien des améliorations comme la perspective d'une rénovation intégrale du parc immobilier avec 100% de bâtiments basse consommation en 2050, la création d'un fonds de garantie pour faciliter les travaux des ménages à revenus modestes et dans les copropriétés, la généralisation dans tous les territoires, notamment dans les communautés de communes, des plateformes de la rénovation énergétique, un guichet unique et de proximité où chacun pourra trouver des informations, des conseils pratiques et la liste des artisans et des entreprises certifiées, la création d'un carnet de santé numérique du logement. Le titre 3 vise à développer les transports propres pour réduire notre consommation d'énergie fossile, améliorer la qualité de l'air et donc mieux protéger la santé. Parallèlement, le programme des investissements d'avenir accélère la mise au point d'une offre industrielle forte de technologies performantes, notamment dans le domaine des véhicules électriques et de tous les autres véhicules propres ou consommant moins de 2 litres au 100 km. Le mondial de l'automobile, qui ouvre ses portes après-demain, met à l'honneur des modèles et des prototypes innovants. Le projet de loi vise à accélérer et à consolider la mutation de notre parc automobile et de nos transports collectifs en agissant sur la demande. Il prévoit notamment l'acquisition d'au minimum un véhicule électrique ou hybride rechargeable sur 2,
lors du renouvellement des parcs de voitures dans le secteur public, le secteur privé étant bien évidemment convié à en faire autant. L'implantation généralisée d'infrastructures de recharge avec le déploiement de 7 millions de points de charge d'ici 2030, dont des points de charge à énergie photovoltaïque. Un objectif de 10% d'énergie renouvelable dans tous les modes de transport en 2020, dont les biocarburants de deuxième et troisième génération qui ne font pas concurrence aux cultures destinées à l'alimentation. Une prime à la conversion des vieux véhicules diesel polluants cumulable sous certaines conditions de ressources avec le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique, le montant total de l'aide pouvant atteindre 10 000 €. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports de marchandises de la grande distribution, le développement du covoiturage avec les plans d'entreprise et pour les administrations, un renforcement des outils de programmation territoriale pour la qualité de l'air. Là aussi, différents amendements adoptés par votre commission, je n'en citerai que quelques-uns, spécial, ont amélioré le dispositif et l'ont complété en étendant, par exemple, aux loueurs d'automobiles, exploitants de taxis et de VTC, l'obligation d'acquérir 10% de véhicules propres lors du renouvellement de leur parc, la possibilité pour les maires de prévoir des conditions privilégiées de circulation et de stationnement pour les véhicules propres, enfin la création d'un plan de mobilité rurale favorisant les circulations douces. J'en viens au titre 4. Le titre 4 vise à renforcer la lutte contre toutes les formes de gaspillage en donnant un élan à l'économie circulaire. Il y a en effet un gisement d'économie dont nous ne mesurons pas encore totalement l'ampleur. Savez-vous que le simple fait de ne pas laisser les appareils électroménagers, télévisions, ordinateurs en veille économiserait jusqu'à 2 milliards d'euros par an, et autant sur la facture des particuliers et des entreprises. Le ministère de l'Écologie, par ailleurs, a organisé avec l'ADEME une action intitulée « Famille à énergie positive » auprès de familles à revenus modestes. Il s'agissait, sans investir dans des travaux, d'optimiser sa consommation énergétique par les éco-gestes quotidiens. Résultat, une moyenne de 18% d'économie par famille, soit 350 €. Alors oui, le projet de loi consacre également dans notre droit positif la notion d'économie circulaire qui va de l'éco-conception des produits à leur recyclage, notamment dans le cadre de complémentarité entre les entreprises qui font des déchets des unes la matière première des autres. Le projet de loi fixe des objectifs, 4 objectifs: diminuer de moitié à l'horizon 2025 les déchets mis en décharge, valoriser 70% des déchets du bâtiment, comme c'est le cas en Allemagne, valorisation globale de 55% des déchets non dangereux en 2020 et de 60% en 2025. Et enfin, valorisation des déchets non recyclables dans les réseaux de chaleur. Le texte affirme le principe de proximité pour le traitement des déchets, aussi près que possible de leur lieu de production. Double avantage, moins de distance parcourue et de consommation d'énergie, 25 fois plus d'emplois pour le recyclage des déchets municipaux que pour leur mise en décharge. Le texte généralise aussi l'égalité de traitement entre les matières issues du recyclage et celles qui ne le sont pas, rendant les premières beaucoup plus compétitives. Il s'agit à la fois d'économiser les ressources et l'énergie, de lutter contre la pollution, d'encourager les démarches de territoire zéro déchet, en donnant également force de loi à l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces verts avant le 31 décembre 2016, ainsi qu'à l'interdiction à partir du 1er janvier 2016 des sacs plastiques à usage unique, ce qui va favoriser l'essor de la fabrication française de matières biodégradables. Voilà 2 exemples de lutte contre le gaspillage et d'économie circulaire. Le titre 5 vise à organiser la montée en puissance des énergies renouvelables terrestres et maritimes dans l'Hexagone et dans les Outre-mer qui s'engagent avec détermination, et je les en félicite et les encourage, pour aller vers une autonomie énergétique dans les territoires insulaires, adaptée à la situation des zones non interconnectées. Éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, géothermie, énergie marine, dont l'énergie thermique des mers actuellement expérimentée en Martinique, bref, toutes les ressources de nos territoires doivent être valorisées sur l'ensemble du territoire national pour diversifier notre bouquet énergétique. La France doit prendre
le premier rang, notamment dans la production d'électricité en mer et en particulier de l'éolien offshore, filière très prometteuse pour notre pays qui a déjà lancé 6 grands chantiers. Et en réponse à des appels d'offres du ministère de l'Écologie, nous avons vu que nous disposions d'industriels technologiquement très en pointe, avec un secteur qui représente un potentiel de création de 10 000 emplois très rapidement, directs et indirects, ancrés dans les régions concernées. Le projet de loi modernise, pour encourager les énergies renouvelables, les mécanismes de soutien à ces énergies, améliore les procédures d'appel d'offres pour accélérer le mouvement et développer les filières industrielles compétitives dans une perspective d'intégration progressive au marché et d'offensive à l'exportation. Il renforce la conditionnalité de l'aide financière apportée aux énergies vertes. Il facilite l'implication des communes et de leurs groupements dans la production locale d'énergie renouvelable, ainsi que le financement participatif et coopératif des habitants, afin de faire vivre dans les territoires une nouvelle citoyenneté énergétique que favorisera également la mise en place des contrats locaux de la transition énergétique ouverts à toutes les collectivités par le ministère de l'Écologie. Ce texte qui vous est soumis rénove également, et nombreux sont les élus et les salariés qui étaient en attente d'une solution, le régime des concessions hydrauliques, en l'harmonisant à l'échelle des grandes vallées, et en créant des sociétés d'économie mixte en s'inspirant du modèle de la Compagnie nationale du Rhône, sociétés d'économie mixte qui permettront de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l'eau et de renforcer le contrôle public sur ce patrimoine commun des Français que les élus montagnards qualifient parfois de château d'eau de la nation. Nos barrages suscitaient d'ailleurs dès 1925 cet hommage lyrique du président du Conseil général de l'Isère de l'époque. Il disait « À nos Alpes, toutes ruisselantes de leurs eaux claires qui sont désormais au service de l'humanité ». Le titre 6 renforce la sûreté nucléaire, la transparence et l'obligation d'information des riverains et plus largement des citoyens. Il préconise notamment que le démantèlement d'une installation intervienne le plus tôt possible après son arrêt, c'est d'ailleurs un marché mondial aujourd'hui considérable. Il renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'autorité de sûreté nucléaire. Le titre 7 clarifie et simplifie les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité. Il prévoit une meilleure association du public à l'élaboration des projets. Il complète le dispositif du marché de capacité. Il clarifie la méthode de construction des tarifs réglementés de vente de l'électricité et d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour inciter aux investissements nécessaires à l'amélioration de la qualité du service et à l'accompagnement de la transition énergétique. Le texte tient compte des spécificités des entreprises électro-intensives afin de mieux protéger leur compétitivité. Le titre 8 vise à donner aux citoyens, aux collectivités et à l'État le pouvoir d'agir plus efficacement ensemble dans la même direction. Il crée ainsi de nouveaux instruments de programmation cohérente de l'énergie et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale et nationale. Budget carbone, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie, couvrant à terme 2 périodes successives de 5 ans et dans l'immédiat de 3 ans, et précisant les trajectoires pour atteindre les différents objectifs de ce que l'on appelle le mix énergétique. J'espère qu'ils seront prochainement complétés par la mise en place d'un prix du carbone au niveau européen et mondial. Le projet de loi renforce ensuite la gouvernance de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, afin de mieux en maîtriser les charges et d'améliorer le contrôle du Parlement, ainsi que les instruments de pilotage du mix énergétique dont dispose l'État, notamment en plafonnant, diront les uns, en garantissant, diront les autres, à son niveau actuel, notre capacité de production nucléaire et en instaurant pour tout exploitant produisant plus du tiers de la production électrique nationale un plan stratégique précisant les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de diversification de la production électrique, dont un commissaire du gouvernement vérifiera la compatibilité
avec les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie décidée par le Parlement. Plusieurs articles de ce titre 8 renforcent le rôle des territoires, régions, communes, communautés de communes, départements dans la transition énergétique et reconnaissent notamment un droit à l'expérimentation de boucles locales fédérant les producteurs et les consommateurs dans le cadre d'une production décentralisée de l'énergie, ainsi que la possibilité d'un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents dans une perspective de développement de l'autoconsommation à l'échelle d'une zone géographique. Dans ce titre, il y a le chèque énergie que j'ai déjà évoqué tout à l'heure pour les familles en situation de précarité, versé sous conditions de ressources et fondé sur des critères d'éligibilité simples. Ce chèque renforce le combat contre la précarité énergétique et pour l'accès de tous à l'énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages. Enfin, le projet de loi reconnaît pleinement la spécificité et le potentiel des Outre-mer, les difficultés causées par la non-interconnexion qui désormais peuvent se transformer en atouts pour que les territoires ultramarins deviennent des précurseurs de la transition énergétique et mettent le cap sur une autonomie énergétique fondée sur des sources renouvelables dans le cadre de programmation pluriannuelle de l'énergie particulière et adaptée à chaque territoire. Il renouvelle ainsi les habilitations législatives qui élargissent le pouvoir de décider et d'agir de la Guadeloupe et de la Martinique, y compris en matière de réglementation thermique. Il ne s'agit plus pour les Outre-mer de rattraper un modèle à bout de souffle, mais au contraire d'anticiper et même de devancer compte tenu de leurs atouts en matière d'énergie renouvelable, le soleil, le vent et l'énergie marine des mers notamment, le changement de modèle dont la croissance verte doit être le moteur dans tout le pays. Et dans ces territoires où un jeune sur deux est aujourd'hui en situation d'inactivité, je crois profondément qu'un tel retournement de situation permettra de créer des activités nouvelles, des emplois durables et un nouvel espoir. Permettez-moi, pour conclure, de partager avec vous 4 observations. La première est que le projet de loi que je vous propose au nom du gouvernement fait le choix non de contraintes supplémentaires, mais au contraire vise à inciter, faciliter, entraîner, en mettant à la portée de chaque acteur potentiel de la croissance verte des moyens concrets de s'impliquer et de coopérer avec d'autres. Trop de normes tue la norme, je le répète souvent. Je crois au contraire à l'élan d'une écologie positive qui lève les freins, libère les initiatives et qui apporte dès aujourd'hui des bénéfices tangibles à chacun. Ma deuxième observation, c'est que le projet de loi fait le choix de ne pas opposer les énergies les unes aux autres, mais d'organiser leur complémentarité dans la perspective dynamique d'un nouveau modèle énergétique évolutif, plus diversifié. C'est donc un texte d'équilibre qui vise à permettre à la France de tirer le meilleur parti de ses atouts qui sont les siens en rassemblant ses forces vives, les atouts que notre histoire nous a légués et qui sécurisent notre transition énergétique, les atouts qui nous permettent de devenir une puissance écologique de premier plan, ces énergies renouvelables qui abondent dans notre pays, la France, qui possède notamment le 2e domaine maritime mondial, le 1er potentiel agricole européen, le 3e potentiel forestier, l'excellence de nos chercheurs et de nos ingénieurs, les talents et les savoir-faire de nos grands groupes, mais aussi de nos PME, de nos ETI, de nos artisans, car tous sont concernés, la capacité d'initiative et le désir de participer des citoyens, la motivation et l'engagement de tous les élus de nos territoires en dehors des clivages politiques. Ma 3e observation, c'est que vous légiférez à un moment où, dans le monde, les choses évoluent à vive allure, ce qui ouvre à la France des opportunités nouvelles, mais l'oblige aussi à presser le pas. J'étais, il y a une dizaine de jours, au sommet de l'ONU à New York, et j'étais frappée de voir avec quelle énergie, si j'ose dire, des pans entiers du monde industriel et des affaires américains s'engagent désormais de tout leur poids dans l'économie verte. Certes, il reste des lobbies pétroliers qui financent abondamment les tenants du climato-scepticisme, mais c'est là un combat d'arrière-garde au regard de celui tourné vers l'avenir des partisans déterminés, grands groupes et start-up innovantes, PME de la nouvelle économie climatique.
Ils ont compris que l'inaction a un coût. Ils ont compris que le dérèglement climatique et la multiplication des événements météorologiques extrêmes menacent les économies et risquent d'être source de pertes faramineuses. Ils ont compris que la croissance verte qui réconcilie l'économie et l'écologie devient le nouveau gisement d'innovation technologique et de production de richesses. Ce basculement procède de l'intérêt bien compris, mais c'est aussi une contribution très significative à l'évolution du rapport de force mondial en faveur de l'efficacité énergétique des énergies renouvelables et à nous d'y intégrer le volet social pour construire la social écologie. Sur tous les continents, des villes et des régions, souvent regroupées en réseaux mondiaux, administrent déjà la preuve que des solutions existent et que ça marche. Et donc, c'est en étant exemplaires chez nous que nous pourrons peser pour réussir le sommet mondial que la France accueillera en décembre 2015. M. Ban Ki-moon m'a dit à New York, lorsque nous marchions pour le climat, combien il comptait sur la France pour entraîner et mobiliser le monde. Et enfin, ma quatrième observation concerne les liens entre le climat et la biodiversité. Pour le pire, les impacts du dérèglement climatique détruisent les équilibres écosystémiques et les services qu'ils nous rendent. Les espèces végétales et animales qui n'ont plus le temps de s'adapter, et en 40 ans, 52% des espèces vertébrées ont disparu de la planète, les forêts, les mers, les récifs coralliens qui les abritent, les terres qui nous nourrissent, l'eau sans laquelle il n'est pas de vie possible et pour laquelle déjà bien des conflits se dessinent. Ou alors pour le meilleur, car les ressources d'une biodiversité intelligemment protégée et valorisée atténuent les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions, contribuent à prévenir les effets du changement climatique et protègent mieux de ses conséquences, la sécheresse ici, les cyclones là, les tempêtes, etc. C'est vrai, par exemple, des forêts côtières et des mangroves qui ralentissent le déferlement des inondations. C'est vrai des apports de l'agroécologie, c'est vrai de l'ingénierie écologique et même de la biodiversité en ville, où l'effet rafraîchissant des arbres peut faire rempart aux canicules urbaines. Je tenais à souligner ce lien, car les choix énergétiques, les types d'agriculture ou d'urbanisation et la protection de la nature en milieu urbain, rural et surtout périurbain sont très interdépendants. Mesdames et Messieurs les députés, le premier sommet de la Terre, proclamé en 1972, tout être humain a deux patries, la sienne et la planète. Le projet de loi qui vous est présenté doit nous permettre de prendre efficacement soin de l'une et de l'autre, en apportant à nos entreprises industrielles et artisanales et de services de nouvelles perspectives d'expansion protectrices de notre environnement et aux citoyens les résultats concrets qu'ils attendent, à commencer par ceux-là. D'abord, des emplois durables permettant une montée en qualification soutenue par des plans de formation professionnelle comme ceux que nous avons mis en place avec ma collègue la ministre du Logement et la Fédération du Bâtiment. Ensuite, du progrès social et enfin du pouvoir d'achat et du bien-être. Et aussi, car ce n'est pas moins vital, l'espoir de vivre mieux dans un pays qui reprend son destin en main et son destin énergétique, et plus largement, qui peut à nouveau croire en un avenir qui ne se limite pas à ce qui vient après le présent, mais au contraire l'éclaire et lui donne un sens et vaut le coup d'être désiré et d'être bâti tous ensemble. Dans les territoires dont vous êtes les élus, vous le voyez bien, sur le terrain, le mouvement est lancé. Il lui faut aujourd'hui les moyens de s'approfondir, de se consolider et de s'accélérer. C'est l'objectif de ce projet de loi. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre vous pour la préparation de ce texte. J'ai pu apprécier notre commun souci de réalisation concrète au service de tous les Français et même avec les élus de l'opposition qui étaient dans la commission spéciale. Un beau et grand débat de société nous rassemble aujourd'hui pour doter la France de la législation la plus avancée de tous les pays d'Europe, car la seule à ce jour à intégrer toutes les dimensions de la transition énergétique pour la croissance verte. J'aimerais, je vous l'avoue, qu'à l'issue de cette discussion parlementaire, nous puissions partager, au-delà des clivages partisans, la conviction d'avoir permis à notre pays d'inventer notre futur en agissant avec efficacité dès aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci, Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.